Je m'appelle Sabrina Dubois, et j'avais 32 ans le soir où ma famille a décidé que je n'existais que pour régler leurs problèmes. Nous étions entassés autour de la vieille table de salle à manger de mon grand-père en Bourgogne quand ma sœur aînée s'est penchée en arrière sur sa chaise, a regardé au-delà de moi comme si j'étais de l'air, et a dit, presque en riant, « Certaines personnes ont juste besoin de se sentir utiles, même quand elles ne le sont manifestement pas. » La pièce n'est pas devenue complètement silencieuse, mais le bruit a changé. Les fourchettes ont ralenti. Les conversations se sont raréfiées. C'était comme si tout le monde avait convenu sans un mot que nous allions tous prétendre qu'elle ne parlait pas de moi. Alors qu'elle me fixait droit dans les yeux, j'ai senti chaque paire d'yeux se poser sur mon visage, le regard rapide de maman, le petit sourire narquois et pincé au coin des lèvres de ma sœur, la façon dont le regard de mon grand-père restait fixé sur son assiette mais ne manquait jamais rien. J'avais été le salaire d'appoint, le contact d'urgence, la solution discrète pendant si longtemps qu'il croyait honnêtement que j'allais avaler ça aussi. Au lieu de cela, j'ai levé mon verre et j'ai souri. Parfait, ai-je dit. Alors je ne le suis pas, j'ai reposé le verre, sorti mon téléphone, et ouvert la seule application que personne à cette table n'aurait jamais pensé que je toucherais. 2 pressions et un écran de confirmation plus tard, le compte qui empêchait le petit monde de ma sœur de s'effondrer ne le faisait plus. 5 minutes après avoir glissé mon téléphone dans mon sac, son expression a changé. Sa mâchoire est littéralement tombée. Maman est devenue blême d'une manière que le mascara ne pouvait cacher. Grand-père a enfin levé les yeux. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Au moment où je suis rentré de Bourgogne, le silence dans mon appartement à Lyon semblait plus lourd que d'habitude. Sur le papier, ce que j'ai fait à cette table était simple. J'ai supprimé un paiement que je n'aurais jamais dû faire en premier lieu. Dans la vraie vie, il avait fallu des années à être la personne fiable pour en arriver là, la fille fiable, la sœur fiable, celle sur qui on pouvait compter pour se présenter, combler le manque, et arranger les choses pour que personne d'autre n'ait à changer. Je suis la sœur cadette de 3 ans. Ma sœur aînée, Jocelyne Dubois, avait toujours été le centre de l'univers de ma mère, even quand nous étions enfants. À l'époque, cela se manifestait par de petites choses. Qui avait les nouvelles chaussures? Qui avait le dernier morceau de dessert? Les excuses de qui étaient pardonnées? À l'âge adulte, cela s'est transformé en quelque chose de plus cher. Au lieu de biscuits supplémentaires, Jocelyne a eu des chances supplémentaires. Au lieu d'excuses, on attendait de moi que je propose des solutions. Ma mère, Déborah Dubois, tient à dire qu'elle nous a élevés avec « pas grand-chose », ce qui est sa façon d'expliquer pourquoi elle agit encore comme si la survie dépendait de rendre tout le monde heureux. Elle parle de la loyauté comme si c'était la même chose que l'obéissance. Elle enrobe la culpabilité d'inquiétude. Et si cela ne fonctionne pas, elle vous rappelle à quel point elle est fatiguée, tout ce qu'elle a sacrifié, à quel point il serait ingrat de lui dire non. Son mari, André Girard, s'est glissé dans cette histoire il y a quelques années. Il n'est pas une mauvaise personne de la manière dramatique que les gens aiment entendre en ligne. C'est le genre d'homme qui flotte. Il restera dans un travail qu'il déteste, dans une maison qu'il ne peut pas se permettre, dans un mariage qui le dévore vivant, tant que quelqu'un d'autre empêche les factures de s'accumuler dangereusement. Avec ma famille, cette personne a toujours été moi. Quand ma sœur a eu son premier enfant, la conversation sur l'aide semblait raisonnable. La crèche dans leur coin de la région coûtait plus cher chaque mois que mon premier appartement. Ils étaient déjà en retard sur tout. Ma mère a d'abord appelé, puis envoyé un texto, puis rappelé. Elle ne m'a jamais demandé directement de payer la crèche. Elle a juste dépeint un tableau de l'avenir de ma nièce comme s'il dépendait entièrement de mon intervention. Au moment où le deuxième enfant a été assez grand pour la même école maternelle, ce n'était plus une conversation. C'était un système. J'ai mis en place le paiement automatique une fois comme solution temporaire. Je me suis dit que je le ferais pendant quelques mois, 3 au maximum. Assez longtemps pour qu'il trouve une option moins chère ou prenne plus d'heures ou élabore un plan quelconque. Les mois ont passé. Rien n'a changé. La crèche prélevait ses frais de scolarité le premier jour ouvrable, comme une horloge. Chaque fois que je voyais le retrait dans mon application bancaire, une petite note jointe à la transaction me rappelait pour les enfants de qui je payais. Ça piquait, mais c'était plus facile que d'attendre les appels tardifs que je savais qu'ils viendraient si le paiement échouait. Plus facile que d'écouter ma mère décrire des conséquences imaginaires d'une voix tremblante jusqu'à ce que je cède. Déborah n'a jamais dit « tu nous dois ça ».
Elle n'en avait pas besoin. Elle envoyait des photos des enfants à l'école et écrivait de petites légendes sur la chance qu'ils avaient d'avoir une famille qui se mobilisait. Elle parlait de la difficulté des choses pour Jocelyne et André, du fait qu'ils faisaient de leur mieux, que certaines personnes avaient reçu une mauvaise main. La ligne implicite était toujours la même, si je refusais, je serais celle qui tournerait le dos à ses enfants. Peu importait que je vive dans un endroit plus petit qu'eux. Sauter des voyages, retarder des réparations, et dire non à des choses que je voulais pour que les frais de scolarité soient payés à temps ne semblait pas compter pour grand-chose non plus. Dans notre famille, l'histoire était simple, Jocelyne avait des difficultés. Je réussissais. Par conséquent, j'aidais. Cette histoire convenait à tout le monde sauf à moi. Assis seul après ce dîner, je pouvais sentir le poids de chaque « oui » silencieux que j'avais jamais donné. Toutes les fois où j'étais venu avec des sacs de courses pour que ma nièce n'entende pas le mot « non » au magasin. Chaque service supplémentaire que j'ai pris pour que le mois suivant ne soit pas une crise. Toutes les petites manières dont je les avais entraînés à croire que j'amortirais toujours la chute. Ils n'étaient pas des méchants au sens cinématographique. Ils étaient juste habitués à ce que je sois le filet sous leur corde raide, invisible jusqu'au moment où ils en avaient besoin. Ils n'avaient pas à regarder en bas. Ils n'ont jamais eu à se demander ce que cela coûtait. Moi, si. Le jour, je gérais des projets pour une entreprise de logistique, le genre de travail où chaque retard vient avec une feuille de calcul et un chiffre. Je sais exactement ce que vaut une heure supplémentaire de travail. Combien de temps il faut pour reconstituer un coussin d'épargne après y avoir puisé. À quelle vitesse un paiement en retard peut faire boule de neige et se transformer en 3. Je pouvais suivre les frais de scolarité de la crèche dans des colonnes bien nettes, les voir s'accumuler mois après mois, et me sentir toujours piégé par une histoire qui disait que la famille signifiait payer d'abord et poser des questions plus tard. La plupart de mes collègues supposent que je suis doué avec l'argent parce que je dis non aux apéritifs et aux voyages impulsifs. Ils ne me voient pas hésiter devant mon propre panier en ligne, me dissuader de partir un week-end ou de remplacer le canapé que j'ai depuis l'université. Ils n'entendent pas la façon dont la voix de ma mère résonne dans ma tête quand je pense à acheter quelque chose juste pour moi. Les frais de scolarité que j'ai annulés ce soir-là n'étaient pas juste un chiffre sur un écran. C'était la ligne entre faire partie d'une famille et être traité comme une institution. Quand ma sœur a fait ce commentaire à la table de mon grand-père, elle n'a pas vu les heures de ma vie cachées dans ses paiements. Elle n'a pas vu les dîners que j'ai sautés ou les économies que j'ai reportées. Elle a vu une ressource. Elle a vu un rôle. Pendant des années, j'ai essayé de prétendre que cela me suffisait. Les jours qui ont suivi ce dîner n'ont pas explosé comme on pourrait s'y attendre. Rien de dramatique ne s'est produit dans mon salon. Personne ne s'est présenté à ma porte avec des larmes ou des valises. La première vague est venue de la manière dont la plupart des choses se passent dans ma famille maintenant par mon téléphone. Ma mère a appelé avant même que j'ai terminé le trajet de retour de Bourgogne. J'ai laissé sonner. Quand elle a rappelé, j'ai baissé le volume et j'ai regardé son nom illuminer l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Quelques minutes plus tard, un texto est arrivé, assez long pour que l'aperçu soit coupé à mi-chemin. Je ne l'ai pas ouvert. Je connaissais déjà le rythme. Ça commencerait doucement, puis deviendrait plus vif. Le lendemain matin, une pile d'appels manqués m'attendait avec 3 nouveaux messages, tous d'elle. L'un mentionnait les enfants de ma sœur. L'un mentionnait à quel point les marges étaient minces pour les gens qui n'avaient pas mon travail. Le dernier demandait ce qui était arrivé à la fille qui se souciait plus de la famille que de l'argent. Aucun d'eux ne demandait pourquoi j'avais été celle qui payait en premier lieu. Je suis allé travailler à l'heure, comme toujours. Mes projets ne faisaient pas de pause pour les drames familiaux. Les expéditions devaient encore bouger. Les chauffeurs avaient encore besoin de mise à jour d'itinéraire. Chaque fois que je posais mon téléphone face contre mon bureau, une autre vibration le parcourait. Je ne répondais pas. Si je donnais à ma mère ne serait-ce qu'une parcelle d'espace, elle s'y engouffrerait et commencerait à réarranger les faits. Vers midi, je suis sorti, non pas pour la rappeler, mais pour respirer. J'ai fait défiler les notifications, appels manqués, messages vocaux, un nouveau texto. Cette fois, de ma sœur. Elle ne s'est pas embarrassée de salutations. Son premier message était un paragraphe d'indignation, tapé sans virgule, sur la façon dont je l'avais humiliée devant notre grand-père. Elle a dit que je l'avais prise par surprise. Elle a dit que les gens normaux ne faisaient pas de menaces financières lors des réunions de famille. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je m'en prendrais à ses enfants. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'étais choqué par ce qu'elle disait,
mais parce que c'était si familier. La même histoire, racontée à nouveau. Elle était la victime. J'étais l'arme. Mon refus de continuer à payer n'était pas une limite. C'était une attaque. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un message plus court a suivi. Il disait, « Tu ne vas pas vraiment faire ça. » Pas de point d'interrogation. Juste une déclaration qui supposait que je plierais. Pendant des années, je l'avais fait. J'ai verrouillé mon téléphone et je suis retourné à mon bureau. Le premier message vocal que j'ai écouté cette semaine-là n'était pas de ma mère ou de ma sœur. Il était de mon grand-père. Sa voix était plus lente que dans mes souvenirs d'enfance, mais elle portait le même poids réfléchi. Il a dit qu'il ne voulait pas s'ingérer. Il a dit qu'il avait vu les choses s'accumuler sur mes épaules depuis longtemps. Puis il a ajouté que parfois, la seule façon pour les gens d'apprendre à se tenir debout, c'est quand le sol sous leurs pieds cesse de sembler si sûr. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il ne m'a pas demandé de m'expliquer. Il a juste dit qu'il comprenait. Et c'était plus choquant que n'importe lequel des messages de colère. Ce soir-là, j'ai finalement ouvert un des textos de ma mère. C'était un mur de mots. Elle décrivait les routines des enfants à l'école, à quel point ils étaient attachés à leur professeur, comment une perturbation pourrait les retarder. Elle m'a rappelé à quel point ça avait été dur pour elle quand nous étions petites. Elle a écrit qu'elle ne pouvait pas dormir en pensant à ce qui arriverait si ma sœur perdait leur place à la crèche. Le tout était construit pour aboutir à une ligne vers la fin, je sais que tu ne laisserais jamais les choses en arriver là. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Ce n'était pas une demande. C'était une conviction. Dans son esprit, la situation était déjà résolue parce que j'étais le genre de personne qui intervenait avant le pire. Pour la première fois, j'ai répondu par texto quelque chose qui ne correspondait pas au scénario. J'ai écrit que je ne changerais pas d'avis. J'ai écrit que j'avais aidé pendant longtemps, plus longtemps que je ne l'avais jamais promis, et qu'il était temps pour eux de trouver un autre plan. Je n'ai pas expliqué au-delà de ça. Chaque mot supplémentaire serait devenu un outil qu'elle pourrait utiliser pour forcer les choses. La réponse est venue rapidement. Elle m'a dit que j'étais froide. Elle m'a dit que je laissais l'argent endurcir mon cœur. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas élevé de cette façon. J'ai de nouveau posé le téléphone face contre table et j'ai laissé le message là, sans réponse, un petit carré lumineux sur la table. 2 jours plus tard, ma sœur a fait monter les enchères. Jusqu'alors, elle avait gardé notre dispute sur des canaux privés. Cet après-midi-là, elle est passée à la conversation de groupe familial, un endroit habituellement réservé aux photos d'anniversaire et aux plans de vacances. Elle a posté un long message sur certaines personnes qui oublient d'où elles viennent. Elle a fait l'éloge de l'idée de parents qui se mobilisent sans avoir besoin de reconnaissance. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde dans cette conversation savait qui s'était mobilisé et qui venait de piétiner les autres. Quelques cousins ont réagi avec de petites icônes de cœur, plus par habitude que par conviction, je suppose. Personne ne m'a identifié. Personne n'a demandé ma version des faits. Pendant quelques minutes, j'ai eu l'impression d'avoir de nouveau 12 ans, debout au bord d'une pièce pendant que les adultes parlaient autour de moi comme si ma présence faisait de moi un meuble. Puis un deuxième message est apparu. Celui-ci de mon grand-père. Il n'a pas beaucoup écrit. Il ne le fait jamais. Il a simplement répondu sous le discours de ma sœur par une seule phrase, parfois, aimer sa famille signifie les laisser apprendre par eux-mêmes. La conversation est devenue silencieuse après ça. J'ai rangé mon téléphone et je suis resté assise avec l'étrange sentiment d'avoir quelqu'un de mon côté, même discrètement, même à distance. Au milieu de la semaine, je suis allé travailler, j'ai géré les camions et les délais, puis je suis rentré à la maison et j'ai posé mon téléphone sur le comptoir comme s'il pouvait exploser dans mes mains. L'écran s'est allumé avec des noms que je connaissais par cœur. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale sans entendre la voix de ma mère. Elle ne se calmait pas. Un message se concentrait sur les petits-enfants, un autre sur la difficulté pour ma sœur de tout gérer, un troisième sur ce que les gens penseraient si les enfants devaient changer d'école. Des mots différents, le même point, j'étais censé régler ça. Ma sœur est restée silencieuse pendant presque 2 jours. Puis, un jeudi après-midi, elle a envoyé un court message qui ne ressemblait pas aux autres, nous devons parler aujourd'hui en personne. Il n'y avait aucune excuse, aucune trace de compromis, juste de l'urgence. Je l'ai fixé dans la lueur de mon écran d'ordinateur et j'ai essayé de décider si la rencontrer était une erreur. Ne pas y aller signifierait plus de messages,
plus d'appels, plus de tentatives d'impliquer d'autres parents. Y aller signifiait entrer dans le discours qu'elle avait répété. Je lui ai dit que j'avais 1 heure après le travail. Elle a choisi l'endroit sans hésitation, une bande de places de parking en face de l'école maternelle où ses enfants passaient leur journée. Elle voulait le bâtiment en arrière-plan, le son des enfants sur le terrain de jeu, tous les accessoires qu'elle pouvait obtenir. Le soleil était bas quand je suis arrivé. Les parents attachaient les tout-petits dans leurs sièges, transportant des projets artistiques et des sacs à dos. Je me suis garé au bord du parking et j'ai coupé le moteur. Pendant quelques secondes, je suis resté assise là, à écouter le bruit sur le terrain de jeu et mon propre cœur battre dans mes oreilles. La voiture de ma sœur était déjà là. Elle était appuyée contre le capot, les bras croisés, les yeux fixés sur moi alors que je sortais. Il n'y a pas eu d'accolade, pas de petite conversation. Elle est allée droit au but. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça à la table de grand-père, devant tout le monde. Sa voix portait juste assez pour m'atteindre et pas plus loin. Pour quiconque passait par là, nous ressemblions probablement à 2 sœurs ayant une conversation tendue mais ordinaire sur l'heure de la sortie. Je n'ai pas répondu tout de suite. L'ancienne version de moi aurait commencé à s'expliquer, à combler le silence avec du contexte, à s'excuser de l'apparence des choses. Cette fois, j'ai laissé la pause s'étirer. Tu m'as humilié, a-t-elle dit quand je ne me suis pas précipité. Tu as fait de ma vie un spectacle. Sais-tu ce que maman a dit après ton départ? Elle a dit qu'elle ne te reconnaissait même pas, voilà encore une fois. L'idée que je m'étais transformé en quelqu'un d'inconnu, comme si toutes les années d'aide silencieuse étaient mon vrai moi, et que cette résistance était le masque. Je lui ai dit que je n'avais pas voulu de scène. Je lui ai dit que j'avais pris une décision concernant mon propre argent. Je suis resté simple. Ton propre argent, a-t-elle répété. Comme si leurs frais de scolarité n'étaient pas ton problème? Comme si tu ne faisais pas partie de cette famille. Derrière elle, une enseignante a ouvert la porte de l'école maternelle et a fait signe à un enfant vers un parent qui attendait. La douceur ordinaire de la scène rendait les mots de ma sœur plus lourds. C'était l'image que ma mère peignait toujours quand elle voulait quelque chose, des enfants à une porte que j'étais censé tenir ouverte. Ma sœur s'est approchée. Tu sais ce qui se passe si ce paiement n'est pas effectué à nouveau, a-t-elle dit. Ils commencent à chercher d'autres familles pour les places. Ils nous mettent en bas de la liste. Nous perdons notre place. Veux-tu vraiment être la raison pour laquelle ta nièce doit tout recommencer ailleurs? Chaque partie de son argumentation reposait sur la même chose, mon travail consistait à absorber les conséquences de ses décisions pour que ses enfants n'aient jamais à les ressentir. Cela semblait noble quand ma mère le disait. Debout dans ce parking qu'elle avait choisi comme scène, cela sonnait comme ce que c'était, une attente. Je lui ai dit calmement que c'était sa responsabilité de s'assurer que ses enfants étaient pris en charge. Pas la mienne, pas celle de notre mère, la sienne et celle de son mari. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas énuméré les mois que j'avais déjà payés ou les nuits que j'avais passées éveillé à faire des calculs au lieu de dormir. J'ai juste posé la limite. Elle m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Tu peux te le permettre, a-t-elle dit. Tu vis seul. Tu n'as même pas d'enfant. Pourquoi l'amasses-tu? C'était une vieille rengaine, que ma mère et elle avaient toutes deux utilisée sous des formes plus douces au fil des ans. C'était la première fois que je l'entendais sans enrobage. Je lui ai dit que je n'amassais rien. Je payais pour ma propre vie, ce qui était plus que suffisant. Choisir de ne pas financer ses choix n'était pas une attaque. C'était une correction. Alors c'est tout? A-t-elle demandé. Tu vas juste nous regarder nous noyer? J'ai pensé à toutes les fois où j'avais jeté des bouées de sauvetage avant même qu'elle ne remarque que l'eau montait, des paiements en retard couverts sans un mot, des courses faites, des virements envoyés encore et encore. D'une manière ou d'une autre, dans son esprit, rien de tout cela n'était la preuve que je me souciais d'elle. C'était juste un bruit de fond. Je lui ai dit que je ne la regardais pas se noyer. Je sortais de la piscine dans laquelle elle n'arrêtait pas de m'entraîner. Nous sommes restés là 1 minute, le fossé entre nous plus large que les quelques mètres d'asphalte. Ma sœur a secoué la tête comme si elle était parvenue à une triste conclusion sur mon caractère. Je ne te reconnais même pas, a-t-elle répété. Maman avait raison. Je n'ai pas souligné que pour la première fois depuis des années, je me reconnaissais. Quand je suis remonté dans ma voiture, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas ma mère ou ma sœur. C'était un nom qui apparaissait rarement sur mon écran, sauf si quelque chose de grave se produisait.
Ma tante, Catherine Morin, avait envoyé un message simple, « Appelle-moi quand tu auras une minute. C'est à propos de ta mère. » Au début de la semaine suivante, les conséquences ont cessé de sembler théoriques. Un courriel de l'école maternelle a atterri dans ma boîte de réception. L'objet était poli et ferme. Il mentionnait un solde impayé, des frais de retard, et la possibilité de perdre l'inscription si le compte n'était pas mis à jour rapidement. Mon nom figurait en haut comme contact de facturation, même si je n'étais plus celle qui payait. Je l'ai fixé un moment. Le ton était doux, mais la signification était claire. Le filet de sécurité qu'il prenait pour acquis avait disparu, et maintenant les personnes réellement responsables de la facture devaient sentir le sol sous leurs pieds. J'ai transféré le message à ma sœur et à ma mère sans commentaire. Pas d'explication, juste un objet qui disait « Ceci n'est plus à moi ». Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais l'indicatif régional correspondait à celui de l'école maternelle. Je suis entré dans une salle de conférence vide avant de répondre. Une directrice à la voix calme a demandé si tout allait bien. Elle a dit qu'ils avaient remarqué que le mode de paiement enregistré avait échoué, et comme mes coordonnées étaient toujours associées au compte, ils voulaient s'assurer qu'ils parlaient à la bonne personne. Je lui ai dit que je n'étais plus responsable des frais de scolarité, que les parents s'en occuperaient désormais. Le dire à voix haute à quelqu'un en dehors de ma famille semblait étrange et solide. Elle m'a remercié et a dit qu'il ferait un suivi directement avec ma sœur. Au moment où je suis arrivé à ma voiture après le travail, il y avait plusieurs appels manqués de ma sœur et un de ma mère. Je me suis assise au volant et j'ai regardé l'écran s'allumer à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. La voix de ma sœur a frappé mon oreille à plein volume. Ils m'ont appelé au travail, a-t-elle dit, au milieu de mon service. Sais-tu comment ça paraît? Sais-tu ce que ça fait de les entendre dire qu'il y a un problème avec les frais de scolarité? Je lui ai dit que ça devait ressembler à ce que j'avais ressenti chaque mois en regardant le retrait sortir de mon compte, en espérant que rien d'autre ne soit rejeté. Elle n'a pas entendu ça. Elle est passée directement à l'avertissement de la crèche, les places étaient limitées, les familles attendaient des ouvertures. S'ils ne payaient pas bientôt, quelqu'un d'autre prendrait cette place. Elle a dit le mot « place », comme si c'était un droit de naissance, pas quelque chose de loué un mois à la fois. C'est un seul paiement, a-t-elle dit. Un seul. Tu peux couvrir un mois de plus pendant que nous réglons les choses, après tout ce que tu as déjà fait. Quelle différence cela ferait-il? La différence, pensais-je, était que cette fois, elle savait exactement ce qu'elle demandait. Il n'y avait plus de faux-semblants que la facture avait disparu d'elle-même. Le courriel, l'appel téléphonique, les conséquences possibles étaient tous exposés là où elle devait les regarder. Je lui ai rappelé que j'avais déjà dit non. Je lui ai dit que l'école parlait maintenant à la bonne personne. Il y a eu une pause, puis une inspiration brusque. « Tu es vraiment sérieuse ?» a-t-elle dit. « Tu préférerais nous voir nous démener plutôt que de lever le petit doigt. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais même pas », elle a raccroché avant que je puisse répondre. Plus tard dans la soirée, un texto de son mari est apparu. Ces messages n'avaient jamais la même virulence. Il a écrit que les choses avaient été serrées, qu'ils étaient en retard sur plus que les frais de scolarité, qu'il essayait de prendre des heures supplémentaires. Il a demandé s'il y avait un moyen que je puisse les aider à faire le pont juste une fois de plus, pour que les enfants n'aient rien à changer. J'ai lu attentivement. Sous la formulation se trouvait la même supposition, toute crise touchant ces enfants m'appartenait automatiquement. J'ai tapé une réponse plus longue que nécessaire, puis j'en ai supprimé la majeure partie. À la fin, j'ai écrit que j'espérais qu'il trouverait une solution, mais que je ne pouvais pas en faire partie. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai retourné mon téléphone sur la table. Cette nuit-là, ma mère a de nouveau appelé. Quand j'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale, elle est passée à la conversation de groupe familial. Elle ne m'a pas nommé, mais elle a décrit des enfants adultes qui oublient qui les a portés quand ils étaient petits et des gens qui préfèrent s'accrocher à un solde bancaire plutôt que de maintenir une famille stable. Quelques parents ont ajouté des émojis tristes. Personne ne s'est adressé à moi directement. Mon grand-père n'a pas répondu. Au lieu de cela, ma tante Catherine m'a envoyé un message séparé, une ligne demandant si j'étais libre de parler plus tard de quelque chose qu'elle gardait pour elle depuis un moment. Je lui ai dit que j'appellerais le lendemain. Pendant ce temps, ma sœur a envoyé un dernier message, non pas à moi, mais au groupe. Elle a dit qu'ils examinaient des options légales, et qu'ils feraient tout ce qu'il faudrait pour protéger leurs enfants.
Les mots étaient lourds, mais la menace était creuse. Vous ne pouvez pas traîner quelqu'un en justice pour avoir refusé de continuer une faveur qu'ils ne vous ont jamais due en premier lieu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence qui a suivi. Personne ne s'est précipité pour l'encourager ou faire écho à sa colère. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un rappel de mon calendrier. La date du prélèvement des frais de scolarité était passée. Pour la première fois en près de 2 ans, il n'y avait pas de retrait correspondant de mon compte bancaire. J'ai fait du café, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert ma feuille de calcul budgétaire. Les chiffres n'étaient pas spectaculaires. Il n'y avait pas de fortune, juste une marge de manœuvre. Assez pour réparer la petite fuite sous mon évier sans le planifier 3 p à l'avance. Assez pour penser à un week-end d'escapade sans entendre la voix de ma mère au fond de mon esprit m'accusant d'égoïsme. Quelque part de l'autre côté de la ville, ma sœur était confrontée à un ensemble de chiffres différents, un solde dû au lieu d'un cadeau invisible, une échéance qu'elle ne pouvait pas me refiler, un choix entre réduire les dépenses, prendre plus de travail, ou faire face au changement qu'elle avait utilisé comme une menace. Pour la première fois, je ne me tenais pas entre elle et l'impact. Le lendemain soir, j'ai appelé ma tante. Catherine a répondu avant la fin de la première sonnerie, comme si elle avait attendu avec le téléphone à la main. Après un rapide bonjour, elle m'a demandé si j'étais seul. Quand j'ai dit oui, quelque chose dans sa voix a changé. Je ne veux pas semer la zizanie, a-t-elle dit, mais je ne peux pas continuer à regarder ça. Tu devrais savoir pourquoi ta mère est si déterminée à s'appuyer sur toi. Je lui ai dit de continuer. L'automne dernier, a-t-elle dit, ta mère m'a demandé de venir l'aider à trier le courrier. Il y avait une pile d'enveloppes non ouvertes sur sa table. L'une d'elles était déjà ouverte quand je suis arrivé. Elle provenait d'une compagnie d'assurance concernant une police que ton père avait souscrite il y a des années. Mon père était parti depuis longtemps. Je pensais que tout ce qui le concernait avait déjà été réglé. Il vous a inscrites toutes les deux, toi et Jocelyne, a-t-elle dit. Ce n'était pas des millions, mais c'était plus qu'un petit coup de pouce. Assez pour régler certaines choses, assez pour gagner du temps. La lettre détaillait les 2 parts. Ta mère avait déjà signé le dos du chèque. Mon estomac s'est noué. J'ai demandé pourquoi personne ne m'avait rien dit. Parce qu'elle m'a dit de ne pas le faire, a dit ma tante. Elle a dit que si tu le savais, tu insisterais pour en faire quelque chose de pratique. Elle a dit que cela ferait de toi la méchante pour ne pas la laisser s'occuper de ses filles à sa manière. Elle a promis qu'elle en utiliserait une partie pour les enfants et garderait le reste. L'image s'est formée rapidement. Une police destinée aux 2 filles. Un chèque encaissé discrètement. Des appels téléphoniques à moi par la suite, plein de mains vidées de besoins urgents. Sais-tu de combien il s'agissait, ai-je demandé. Elle a nommé un chiffre. Ce n'était pas de quoi changer une vie, mais c'était solide. Assez pour payer plus d'1 an de frais de scolarité de maternelle. Assez pour effacer le solde de la carte de crédit que ma mère décrivait toujours comme un monstre. Assez pour rendre tous ces appels de minuit à moi inutiles. Qu'en a-t-elle fait réellement, ai-je demandé. Je sais qu'elle en a mis une partie à la banque, a dit ma tante. J'ai vu des bordereaux de dépôt. J'ai vu quelques améliorations dans sa maison. Je l'ai entendu dire qu'elle pouvait enfin respirer, mais je l'ai aussi écouté continuer à dire qu'elle n'avait rien, qu'elle avait besoin que tu continues à intervenir. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal de garder le silence. Catherine a fait une pause. Quand tu as parlé au dîner de ton grand-père, a-t-elle dit, j'ai regardé le visage de ta mère. Elle n'avait pas seulement l'air choquée que tu aies arrêté de payer. Elle avait l'air effrayée que tu aies découvert. Ces mots ont résonné dans ma poitrine, se heurtant à chaque souvenir de ma mère sanglotant à propos de factures qu'elle jurait ne pas pouvoir affronter sans mon aide. Ces appels étaient venus après le chèque. Pas avant. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. Parce qu'elle a franchi une ligne, a dit ma tante simplement. C'est une chose d'accepter de l'aide. C'en est une autre de cacher de l'argent qui t'était destiné et de te traiter ensuite de sans cœur quand tu fixes une limite. Je ne pouvais plus assister à une autre visite en l'écoutant dire à tout le monde à quel point tu es froide et ne rien dire. Je l'ai remerciée. Elle s'est excusée d'avoir attendu si longtemps. Quand nous avons raccroché, l'air dans mon appartement semblait différent. Je suis resté assise sur mon canapé pendant un long moment avec le téléphone à la main, me demandant si je devais appeler ma mère. Laisser les choses en l'état signifiait vivre avec un nouveau niveau de ressentiment chaque fois que son nom s'allumait sur mon écran.
Ne rien dire maintiendrait la paix qu'elle aimait, celle où j'avalais tout. Finalement, j'ai appuyé sur appeler. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, déjà au milieu d'une phrase. Si c'est à propos des frais de scolarité, a-t-elle commencé, j'espère que tu es prête à être raisonnable. Ta sœur est en train de s'effondrer. Les enfants, ce n'est pas à propos des frais de scolarité, ai-je dit. C'est à propos de papa. Le silence sur la ligne fut instantané. J'ai parlé à tante Catherine, ai-je dit. Elle m'a parlé de la police, du chèque avec nos deux noms dessus, du fait que tu l'as signé et gardé l'argent pour toi tout en me disant qu'il n'y avait rien. Quand ma mère a finalement parlé, elle n'a pas nié. Elle est passée directement à la défense. J'ai fait ce que j'avais à faire, a-t-elle dit. Ton père me faisait confiance pour gérer les choses. Cet argent aurait disparu si je te l'avais donné. Tu n'as aucune idée de la vitesse à laquelle il part quand tu es noyé sous les factures. Je lui ai dit que je savais exactement à quelle vitesse l'argent bougeait. Je l'avais vu s'écouler de mon compte chaque mois pour couvrir des frais de scolarité qu'elle insistait ne pas pouvoir gérer. Elle a dit qu'elle avait utilisé une partie de l'argent pour rattraper son retard, pour réparer des choses dans la maison, pour s'assurer qu'il y avait un endroit stable pour ses petits-enfants. Elle a dit que je l'aurais dépensé pour moi et l'aurais regretté plus tard. Tu as eu plus d'1 an, ai-je dit. Pendant ce temps, tu m'as laissé croire que tu n'avais rien. Tu m'as laissé porter ta peur pour toi. Tu m'as laissé payer pour quelque chose que tu aurais pu gérer toi-même, au moins pendant un certain temps. Et tu m'as traité d'égoïste quand j'ai arrêté. Elle a dit que j'exagérais, que j'étais ingrate, que je ne comprenais pas à quel point sa vie avait été dure. Elle a eu recours à de vieilles histoires sur son enfance, ses luttes, toutes les façons dont le monde l'avait maltraitée, comme si c'était un bouclier qu'elle pouvait brandir contre toute question. En l'écoutant, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Ce n'était pas une erreur qu'elle regrettait. C'était un schéma, une histoire dans laquelle elle était toujours l'héroïne épuisée, et tout le monde était soit un fardeau, soit une ressource. Pendant des années, j'avais essayé d'être la bonne fille dans cette histoire. Au téléphone ce soir-là, j'ai réalisé que je n'avais pas à y rester. Des semaines plus tard, la nouvelle version de ma vie ne semblait pas dramatique. Elle semblait juste plus calme. Ma mère a continué à essayer de la ramener à ce qu'elle avait été. Au début, elle appelait tous les jours, puis tous les quelques jours. Ses messages vocaux oscillaient entre la colère et les larmes. J'ai arrêté d'appuyer sur lecture. J'ai laissé l'icône s'accumuler, puis j'ai tout supprimé sans écouter. Ma sœur n'a pas appelé du tout. La nouvelle suivante que j'ai eue est venue de ma tante. Un après-midi, Catherine a envoyé une photo d'une note scotchée près du bureau de l'école maternelle. Une place se libérait pour un enfant sur la liste d'attente. Le nom de ma nièce n'y était plus. Grâce aux conversations familiales qui me parvenaient, j'ai reconstitué les morceaux. Ma sœur avait retiré les 2 enfants et les avait transférés dans un centre moins cher de l'autre côté de la ville. Le nouvel endroit n'avait pas de fresques murales vives ni de programme d'enrichissement. Il avait de longues heures et des frais moins élevés. Ma mère a qualifié cela de désastre. Pour moi, cela ressemblait à ce que cela aurait toujours dû être, un choix adapté à leurs revenus au lieu des miens. D'autres aspects de leur vie ont également changé. Ma sœur a échangé sa voiture, a pris des services le week-end, et s'est appuyée plus fortement sur ma mère pour la garde des enfants. C'est juste ce qui arrive quand la réalité cesse d'être amortie par le portefeuille de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas là pour leur dispute. Je n'ai pas vu le moment où ma sœur a compris que personne ne viendrait payer la prochaine facture. Quand mon grand-père voulait que tout le monde soit réuni, il a commencé à choisir sa propre maison ou un restaurant au lieu de celui de ma mère. Lors d'un de ces rassemblements, il m'a prise à part près de la clôture pendant que les enfants couraient en rond dans la cour. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. C'est difficile de laisser les gens porter ce qui leur appartient. La dernière fois que ma mère et moi nous sommes parlé en face à face, elle est venue à mon immeuble sans prévenir et est restée sur le trottoir. Elle a dit qu'elle voulait mettre les choses au clair. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle voulait que l'histoire soit réécrite, avec elle dans le rôle de l'incomprise et moi de retour à ma place de personne fiable. Elle a dit qu'elle était désolée si je m'étais senti blessé. Elle a dit qu'elle n'avait gardé l'argent de l'assurance que pour me protéger de moi-même. Elle a dit que l'utiliser pour sa maison et son confort comptait comme prendre soin de la famille. Elle ne l'a jamais appelé le mien. Elle ne l'a jamais lié au mois où elle avait pleuré de n'avoir rien. En l'écoutant, je pouvais sentir la vieille gravité de nos rôles m'attirer. Si j'acceptais sa version, tout ce qui s'était passé se réduirait à un doux malentendu,
quelque chose que nous étions toutes les deux censées dépasser sans le nommer. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai aussi dit que j'en avais fini d'être sa première option quand la vie semblait injuste. J'ai dit que je ne parlerais plus de son argent ou de l'argent de ma sœur avec elle. Si elle voulait m'appeler, ce devrait être pour quelque chose qui ne se terminait pas par une demande. Elle m'a averti que je me coupais de mon propre sang. Elle a dit qu'un jour j'aurais besoin d'eux, et qu'il s'en souviendrait peut-être. Elle a dit que je choisissais l'argent plutôt que l'amour. Les mots ont atterri doucement. J'avais déjà passé des années à choisir leur confort plutôt que ma propre paix. Quand elle est partie, le calme qui s'est installé dans mon appartement était différent du silence que je redoutais autrefois. Je ne me sentais pas exclu. Je me sentais comme si j'avais une chambre qui m'appartenait enfin. J'ai changé les paramètres de mon téléphone pour que certains numéros aillent directement à la messagerie vocale. J'ai arrêté d'ouvrir chaque notification dans la conversation familiale. J'ai commencé à dire oui à de petites choses que je m'annulais auparavant, un court voyage, un cours que je voulais suivre, remplacer quelque chose dans mon appartement qui était cassé depuis des années. Ma sœur et moi ne nous sommes toujours pas parlé. Je vois son nom dans des fiches de discussion que je fais défiler et dans des photos que quelqu'un d'autre publie. Mes nièces ont l'air bien dans leurs nouveaux uniformes. Elles apprennent quelque chose de réel, que la stabilité dépend des choix faits au sein de leur propre foyer, pas d'un parent qui couvre leurs frais de scolarité depuis l'autre bout de la ville. Tracer cette ligne n'a pas réparé ma famille. Cela n'a pas rendu ma mère honnête ou ma sœur reconnaissante. Ce que cela a fait, c'est remettre le poids des décisions de chaque personne entre leurs propres mains. Ma mère doit maintenant vivre avec des parents qui savent qu'elle a caché de l'argent destiné à ses filles. Ma sœur doit vivre en sachant que le filet de sécurité qu'elle a raillé est tombé au moment où elle l'a traité comme une obligation au lieu d'un cadeau. Je dois vivre avec la distance qui a suivi. La leçon pour moi est simple. La générosité sans limite se transforme en une lente sorte d'auto-effacement. L'aide n'est pas la même chose que la capitulation. Le soutien n'est pas la même chose que de laisser les gens externaliser chaque conséquence. Si vous avez été élevé avec l'idée que l'amour signifie ne jamais dire non, demandez-vous ce qui disparaît lorsque vous continuez à dire oui. Vos économies, votre temps, votre sommeil, votre sentiment d'être plus qu'une solution. Vous ne devez à personne un accès illimité à ces choses, même s'ils partagent votre nom de famille. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si une partie de celle-ci vous a semblé familière, vous êtes invité à partager votre version dans les commentaires afin que quelqu'un d'autre qui passe par là puisse se voir dans vos mots et réaliser qu'il a le droit de fixer une limite, lui aussi.